avec Cercle d'info, on va parler de la guerre en Ukraine. Donc la guerre en Ukraine, en fait, il y a à Kiev pas mal de morts et ça fait rage en ce moment même. Et les soldats résistent, hein, ils n'ont pas encore pris tout Kiev, les Russes. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont brûlé. Mais ce n'est pas tout. Les Ukrainiens ont eu des armes qui lancent sur les avions et qui font détruire les avions instantanément. Nous voyons ce petit reportage vite fait. Refuser la zone, mais il y a des armes qui sont livrées à l'Ukraine, en tout cas par les Européens. De quel type d'armes s'agit-il? Alors tout d'abord, quand on parle de effectivement l'OTAN a refusé en termes d'organisation défensive, et ça a été rappelé par Stoltenberg, à savoir que bien évidemment en tant qu'organisation elle ne pouvait être partie au conflit, c'est expliqué aussi Anthony Blinken. En revanche, les alliés de manière individuelle se sont entendus effectivement pour livrer du matériel de guerre aux Ukrainiens. Alors en fait il y a plusieurs choses qu'il faut ici comprendre. C'est en fait ce dont manque l'Ukraine. C'est à la fois des équipements défensifs, c'est-à-dire des casques, des gilets pare-balles, des équipements dont les forces ukrainiennes ont besoin parce que c'est un conflit de haute intensité, c'est-à-dire avec des pertes, avec la nécessité de recompléter. Et puis on a tout simplement les équipements dont on a besoin pour tout simplement faire la guerre. Et là on parle à la fois de munitions, on parle aussi, parce que c'était très populaire, à la fois de missiles anti-chars et de missiles anti-aériens. Missiles anti-chars, puisqu'on se retrouve face à des unités lourdes, des unités blindées, des unités mécanisées, et que bien évidemment les Ukrainiens cherchent à compenser là-dessus leur faiblesse en détruisant les unités russes qu'ils affrontent. Et puis la contestation du ciel se fait de plus en plus par l'usage de missiles anti-aériens, ce qu'on appelle des Stinger par exemple, et là c'est pour contester la supériorité aérienne à Moscou et éviter justement que dans des actions coordonnées entre l'armée de l'air russe et les forces terrestres, on puisse avancer trop rapidement, capturer des centres urbains, capturer des centres logistiques. Donc elles vont permettre, elles sont suffisantes pour éviter par exemple la prise de Kiev, ces armes? Alors, sont-elles suffisantes? En fait, il y a deux problèmes. C'est déjà où est-ce qu'elles arrivent, par qui est-ce qu'elles sont prises par qui elles sont effectivement prises en œuvre, où est-ce qu'elles sont conduites, parce que ça vous aura pas échappé qu'on a finalement une guerre sur trois fronts. Il y a le nord et le nord-est, en gros la zone qui va de Kiev jusqu'à Kharkiv. Vous avez le Donbass, mais le Donbass c'est loin. Quand on est à Lviv et s'il faut aller jusqu'aux portes de Donetsk, il y a quasiment 1500 km dans une zone qui est quand même de guerre. Et puis vous avez le sud où les forces sorties de Crimée ont pris Kherson, avancent peut-être vers Odessa. Et donc quelque part vous avez un enjeu. Sont-elles suffisantes ces armes? Probablement peut-être sur un endroit. Ça peut rendre en tout cas difficile, rendre plus difficile la prise d'une ville par exemple. Ça peut rendre difficile, mais là encore il y a une dernière dimension qu'il faut jamais négliger. Avoir des armes c'est bien, savoir s'en servir c'est mieux. Et donc là encore un entraînement militaire, et on a vu hier les questions qui se posaient autour de la mobilisation des troupes ukrainiennes. Eh bien vous avez des reportages qui montrent que tous les hommes qui sont mobilisés ne sont pas intégrés dans des unités de combat. Uniquement ceux qui ont une formation et un entraînement déjà avant le sont, justement parce que pour se servir d'armes on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Kiev manque d'armes et qu'ils en auront besoin tôt ou tard s'ils veulent résister à la Russie. Ils sont que 150 000, la Russie est 200 000. C'est la fin de ce journal, j'espère qu'il vous a plu. Bye!